Bon, bah, écoutez, je pense que il est temps. Nous allons donc démarrer cette session que je consacre, pour une fois, au lien qu'il y a entre, on va dire, les nouvelles applications modernes. Alors, j'ai pris le prétexte ici de l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que ça. D'une manière plus générale, il y a la science des données, il y a également l'usage dans certaines conditions des objets, des capteurs, hein, les IoT. Donc ces liens entre ces nouvelles technologies, nouveaux domaines, avec les mathématiques, les fameuses mathématiques, pour lesquelles il y a des gens qui vous disent, je n'y comprends rien, je suis allergique aux mathématiques. Je vous dis tout de suite, je crois que c'est faux. Pour l'avoir enseigné justement les mathématiques, je pense que c'est une manière de présenter les choses. Et donc, je vais être l'avocat, hein, je vais me faire l'avocat disons, d'un certain niveau de mathématiques qui n'est pas compliqué à accéder, mais qui nous permet quand même de comprendre beaucoup de choses dans les algorithmes d'intelligence artificielle et de la science des données. Donc, c'est sur ce sujet et donc ce que je vais donc consacrer cette session. Alors, le, l'habituel, donc, on va dire, programme, hein, vous avez donc, on va donc parler d'intelligence artificielle, de machine learning, enfin un petit peu des domaines qui constituent donc l'intelligence artificielle, le deep learning, hein, qui est une forme, disons, de machine learning, mais avec des réseaux neuronaux, en général d'ailleurs avec un grand nombre de couches intermédiaires, et qui oblige donc, c'est vrai, à reconsidérer l'approche des mathématiques. Et ça pose un vrai problème que, il faut bien le constater, beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à régler. On va donc regarder deux choses. D'abord, il y a les entreprises, d'une part, et c'est surtout les grosses entreprises qui sont concernées par les mathématiques. Et puis, vous avez également les gens. Alors, les gens, c'est qui? C'est les responsables de TI, c'est les chefs de projet, c'est la production, enfin, c'est un certain nombre de personnes comme ça qui n'ont pas nécessairement un besoin d'avoir on va dire, les mêmes nécessités, les mêmes besoins, donc en matière de connaissances et de niveau de pertinence en mathématiques. Et alors, qu'on ne nous dise pas, je vais donc argumenter là-dessus, hein, que l'on ne nous dise pas que c'est compliqué, car je pense que c'est faux. C'est faux. Alors, bien entendu, si vous allez très loin, vous allez tomber sur des choses qui sont de plus en plus abstraites. C'est vrai. Et alors là, effectivement, mais c'est plus tellement un problème de mathématiques, c'est un problème d'abstraction. Hein. Quand vous faites de la mécanique quantique aujourd'hui, vous faites surtout des mathématiques. Et donc, c'est vrai qu'il y a un niveau d'abstraction tel que la science de la mécanique quantique devient pratiquement impénétrable. Plus vous montez, c'est ça. Je prendrai des exemples ici d'opérateurs dits laplaciens, d'opérateurs dits d'Alembertiens. Il y en a un certain nombre comme ça. Plus ils sont petits, plus ça cache des choses compliquées derrière. Mais on ne va pas là. Dans notre métier, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un certain nombre d'un niveau. Hein, et on verra pour faire quoi. Alors, pourquoi faut-il comprendre donc la logique des algorithmes? euh, Tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais quand même, appliquer en aveugle, je pense que c'est une erreur absolue. Parce que vous devenez de facto dépendant des fournisseurs de solutions et qui, eux, ont la compétence parce qu'ils ont investi dessus. Si vous développez des applications un peu complexes, hein, j'en donnerai un certain nombre donc à la fin de ma présentation, si vous développez des applications un peu complexes, euh, effectivement, vous allez devoir, disons, contrôler, si vous êtes maître d'ouvrage, contrôler ce que font les prestataires. Et ça sera encore plus difficile que dans les applications, on va dire, traditionnelles. Donc je pense qu'il faut comprendre ce que l'on fait. Pas forcément dans le détail, le micro-détail, mais comprendre quand même ce que c'est, quelles sont on va dire, les grandes directions qu'ont pris éventuellement mon prestataire, qu'a pris mon prestataire. Il faut les comprendre, sinon, il va faire n'importe quoi, et surtout, il fera ce qu'il veut, et il deviendra donc incontrôlable. Et comme je le dirai un peu plus tard, moi je crois, je vous dis, pour ces applications assez complexes d'aujourd'hui, les grandes entreprises
ont besoin de mathématiciens chevronnés, qui ne sont pas des gens du TI. Ce sont des gens qui font des mathématiques. Et alors, il ne faut pas que ce soit une opposition entre les deux, mais là, bien entendu, je parle de contextes qui sont ceux des grandes entreprises qui ont évidemment les moyens de faire ça. Ce ne sera pas le cas donc d'une petite entreprise. On va comparer donc cette approche mathématique de l'intelligence artificielle, encore une fois pris comme prétexte, hein, avec la cryptographie. Bon, le fait de faire du chiffrement, symétrique, asymétrique, etc., nécessite pas, heureusement, de comprendre la cinématique d'un algorithme de chiffrement. Mais on appliquera donc. Mais il y a une différence entre cryptographie et IA, c'est pour ça que je fais la comparaison, et c'est que le périmètre d'intervention de l'IA est beaucoup plus global, alors que le chiffrement, lui, il joue sur des données, mais sur une opération bien précise, ce qui n'est pas pareil. Mais bon, on peut comparer les deux. Et je vous ai pris donc un certain nombre d'exemples. Alors, de mathématiques, bien entendu, euh, et on va voir quelles sont les applications. On parlera de dérivés, on parlera de calcul linéaire avec le calcul matriciel, un petit peu de tenseur, hein. On va donc parler un petit peu de tout ça, de statistiques, les fameuses distributions qui sont tellement nécessaires quand on fait de l'apprentissage de machine learning, bien avec des réseaux neuronaux. Donc, je vais donner un certain nombre d'exemples, mais surtout pour démontrer que c'est pas compliqué. On n'est pas. On va voir dans quelques instants, on n'est pas là pour faire des algorithmes, nous, les utilisateurs. Hein. Ça, il y a des gens pour ça. Mais on doit quand même comprendre ce qu'ils font, encore une fois, pour la direction que peut prendre mon prestataire. Donc, on cherchera donc, nous, au TI, hein, simplement donc, à faire notre métier, pas à devenir le spécialiste du d'Alembertien, pour ceux qui font un peu de physique quantique, vous savez, le carré, là, une horreur absolue. Hein. Alors, en fait, avec les mathématiques, ce que je leur reproche, surtout la façon dont elles sont présentées, ce que je reproche, c'est que le formalisme mathématique est trop compliqué. Et ça dégoûte tout le monde. Et quand on regarde un certain nombre d'anciens, Boileau a dit, hein, ce qui se conçoit bien, donc s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Il avait raison, l'ami Boileau. Albert Einstein a dit, lui, si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne l'avez pas compris. Et moi, j'ajoute autre chose. J'ajoute que si vous n'avez pas éprouvé de difficulté pour comprendre un concept, vous ne saurez pas l'expliquer après. Alors bien sûr, c'est dans l'absolu, c'est un peu brut de fonderie, mais c'est ça. En fait, on se rend compte que quand on a souffert, quand on a eu du mal pour comprendre, on sait quels sont les points qui posent problème et ce sont des points sur lesquels on va insister. Si tout vous paraît simple, vous allez exprimer ça simplement. Enfin, simplement, mais avec vos mots et personne ne va rien comprendre. Je présentais l'exemple il y a quelque temps des fameuses ondelettes, vous savez, les algorithmes de compression, les ondelettes, qui ont été inventés par un dénommé Jean Morlet, qui est un Français, avec qui j'ai travaillé. Jean Morlet était un génie, absolument. Seulement, il était incompréhensible. Quand il expliquait les ondelettes avec force produits de convolution et autres arcanes mathématiques, je veux dire, on était tous à regarder un peu au plafond, vous voyez, parce qu'on ne comprenait pas. Si vous comprenez trop facilement quelque chose, vous êtes persuadé que les autres vont comprendre de la même manière, ce qui est faux. Bon, mais on aura l'occasion donc d'en reparler longuement lors de cette présentation. Alors, donc, intelligence artificielle, donc machine learning et deep learning, elles obligent, c'est vrai, à reconsidérer donc l'approche des mathématiques. Je pense que pour la première fois, les mathématiques vont servir à quelque chose. Là encore, en simplifiant un peu. Hein. Jusqu'à maintenant, c'était un alibi, les mathématiques. On se donnait bonne conscience, c'était un filtre à l'embauche. Si vous voulez, on se disait, ce qui était faux, hein, il fallait des mathématiciens pour avoir une capacité donc suffisante à raisonner. Ce qui n'est pas faux. Mais il y a d'autres personnes, des musiciens par exemple, qui sont tout à fait capables de raisonner d'une manière itérative, et le grand Sébastien Bach l'a donc démontré. Donc on a pris ça comme prétexte.
Et donc, la doxa répandue, c'était donc un informaticien, c'était forcément un mathématicien. C'était faux, ce qui a eu des conséquences sur la formation donc des gens qui nécessairement étaient des mathématiciens. Et c'était complètement aberrant. Et donc, avant le déploiement, c'est pour ça que les informaticiens étaient eux-mêmes, avaient une culture d'ingénieur, une culture très mathématique, très scientifique, pas partout, mais c'était souvent le cas quand même, hein. Et donc, on ne se dotait pas rarement de mathématiciens dont c'était le métier. Eh bien, maintenant, avec l'intelligence artificielle, ces choses-là, donc, elles changent. Voilà. Et c'est vrai que l'IA, donc, bouleverse la donne. Bon. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on nous dise que c'est compliqué. Ça, je n'y crois pas une seconde, parce que je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'il n'y a personne qui est nativement euh, imperméable à des concepts mathématiques. C'est pas vrai. Et je crois que la raison, c'est que l'on fait une confusion entre la complexité qui peut être liée au fond, hein, par exemple la complexité d'un algorithme, ça c'est vrai, avec le formalisme. Euh, les algorithmes peuvent être compliqués à comprendre, ce que j'ai indiqué ici, hein, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter une couche avec un langage abscon derrière lequel on va se protéger. On se rend pratiquement inaccessible. Vous savez, c'est une chose qui est très fréquente. On ne me comprend pas, donc je suis intelligent. En gros, c'est un peu ça. Et les mathématiciens bon, ont souvent ce défaut d'avoir un discours qui est vraiment un discours abscon, qu'on ne comprend pas, et qu'ils sont seuls à comprendre. Ils ont l'impression de faire partie d'une caste. C'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai. On travaille tous dans une entreprise et l'objectif, c'est que l'entreprise fonctionne bien. C'est pas d'être imperméable avec les gens avec lesquels je travaille. C'est vrai que dans beaucoup de domaines, en mathématiques, moi je considère que c'est avant tout l'effort à faire pour apprendre un certain nombre donc, de choses, hein, qu'on va pouvoir exploiter après, mais sans nécessairement se poser des questions métaphysiques sur leur démonstration. Si on vous dit que, comme l'a dit Pythagore, que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, je le crois fort volontiers. Et je n'aurai pas comme réflexe natif de vouloir démontrer. Vous savez, c'est une hypothèse. Et donc, pour moi, et c'est un peu comme ça que, disons, que j'aborde, on va dire, l'intelligence artificielle avec les mathématiques, pour moi, c'est surtout un ensemble donc, de concepts que je vais apprendre. Alors, vous me direz, c'est pas drôle, mais c'est un peu comme les langues. Vous apprenez des phrases, pas nécessairement la grammaire d'ailleurs, mais ce qui compte, c'est se faire comprendre, pas d'écrire un livre dans une langue étrangère. Et donc, c'est la même chose là. Vous apprenez des concepts, on ne les comprend pas toujours, hein. C'est le cas d'ailleurs des tenseurs. On va parler des tenseurs un peu plus loin. Tenseur, c'est une sorte de matrice à n dimensions. On va expliquer ce que c'est. Euh, les tenseurs, vous pouvez rentrer dans le détail d'explications mathématiques auxquelles personne ne va rien comprendre. On pourra parler de tenseurs covariants, de tenseurs contre-invariants, et quand vous vous retournez, vous êtes tout seul. C'est pas possible, ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Encore une fois, il faut rechercher donc la simplicité. Et moi, je prétends que les mathématiques, ce n'est pas une branche complexe. Par contre, ce que l'on demande, c'est d'avoir quand même de faire quand même un effort d'abstraction. Et là, il est exact que tous les bipèdes humains ne sont pas tous du même niveau de ce point de vue-là. Il y a des gens qui sont capables d'abstraire des concepts plus facilement que d'autres parce que on va dire que leur cerveau, eh bien, il est câblé d'une certaine manière, pas tout à fait de la même façon que le voisin. Donc, il faut avoir une capacité d'abstraction et celui qui l'a, eh bien, peut faire des choses que ne peut pas faire l'autre. On prend souvent d'ailleurs l'exemple des autistes, hein, de certains autistes qui ont un câblage absolument ahurissant et capable d'une abstraction absolument phénoménale que la grande majorité des êtres humains n'est pas capable d'atteindre. Voilà. Bon, moi je pense également qu'avec l'arrivée de tous on va dire, des outils numériques d'aujourd'hui, les téléphones, les tablettes, etc., on a perdu cette capacité d'abstraction. Euh, Posez-vous la question, honnêtement. Euh,
demandez-vous si vous êtes encore capable aujourd'hui, même si vous êtes très brillant, la question n'est pas là, de faire une racine carrée. Vous voyez, je ne parle même pas d'une racine cubique, hein, une racine carrée. Moi, j'ai constaté que chez les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent même pas ce que c'est. Vous voyez. Donc, et ça, c'est à cause des outils numériques, parce que calculer la racine carrée donc de 9, on regarde sur son téléphone, ben, c'est 3. Ouais, effectivement, 3 fois 3, 9. Mais quand c'est 12 485, ça devient plus compliqué. Et on ne sait plus le faire. Et donc, je pense que le numérique a causé beaucoup de tort donc, aux mathématiques, hein, à la connaissance des mathématiques, et par contre-coup, Éric Pochet, la bonne perception de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, le gros problème que l'on va avoir, et on essaie quand même un petit peu de l'éviter, c'est qu'on va utiliser des mots qui sont quand même des mots un peu compliqués. On parlera de distribution gaussienne, de distribution binomiale, on parlera d'algèbre linéaire, ça va être d'ailleurs tout à fait d'accord sur la notion donc de linéarité entre l'algèbre, on va dire fonction linéaire et une transformation linéaire. C'est pas la même chose. Vous voyez, on se met, bon, pas toujours d'accord tout ça. C'est quoi un déterminant pour une matrice? Vous voyez, ce qui fait qu'on s'y perd un peu. On va dire le formalisme mathématique est beaucoup trop, je ne sais pas si le mot complexe est le bon, mais en tout cas, il est trop abscon et il fait peur à beaucoup de gens. Alors, je vais représenter sur ce schéma ici ce qui me semble être la réalité hein, dans une entreprise, hein, je parle. Je crois qu'il y a d'abord, dans l'approche de l'intelligence artificielle et donc de la connaissance des mathématiques pour pouvoir le faire, il y a 3 niveaux. Vous avez ceux qui conçoivent les algorithmes. Algorithmes de descente de gradient de descente, comme vous voulez, dans n'importe quel sens, algorithmes de PCA, des algorithmes de classification, etc. Il y a ceux qui conçoivent ça. C'est pas nous, hein, pas nous utilisateurs. Vous avez des gens dont c'est le métier. Ça, ce sont des prestataires, on va dire, spécialisés, des chercheurs universitaires, évidemment. Ce n'est pas le domaine des utilisateurs. D'ailleurs, j'ajouterais, ce n'est pas non plus le domaine de la plupart des prestataires qui peuvent prendre l'air intelligent lors de certaines réunions, mais en fait, quand on gratte un tout petit peu, je ne suis pas certain que ça soit aussi bien maîtrisé qu'ils le disent. De notre côté, à nous, on a 2 familles d'usagers vis-à-vis de l'intelligence artificielle et donc des mathématiques. Vous avez la maîtrise d'œuvre qui va donc réaliser. Et puis vous avez la maîtrise d'ouvrage qui, elle, va contrôler, ce qui n'est pas pareil. Si vous faites la maîtrise d'œuvre, évidemment, vous devez connaître les algorithmes, savoir quels sont ceux qui sont les plus intéressants, les plus utilisables, on va dire. Hein. Mais en général, dans les entreprises, on délègue cette fonction à une maîtrise d'œuvre déléguée. Ce qui fait que on a un peu tendance, parce qu'on est un peu, disons, on manque un peu de courage, on a un peu tendance à vouloir se décharger sur la maîtrise d'œuvre et finalement ne pas très bien comprendre ce que l'on fait. Alors donc, moi, dans ce cas-là, si je suis une grande entreprise et si j'ai les moyens, eh bien, j'embaucherai ou des ingénieurs mettront vraiment une fonction donc, mathématique. Et quand alors, la maîtrise d'œuvre, même si elle travaille avec une maîtrise d'œuvre déléguée, je lui demande d'avoir un minimum de connaissances mathématiques nécessaires. Voilà. Il doit le faire, même si c'est pas drôle, il faut le faire. Quant à la maîtrise d'ouvrage, qui a un peu tendance de voir les choses à 8000 pieds, eh bien, c'est pareil. Parce que la maîtrise d'ouvrage, elle a souvent pour mission de dire vers quel endroit on va aller. Est-ce qu'on on va faire de l'intelligence artificielle, mettons, pour un peu mieux connaître nos clients? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est elle qui décide. Mais elle ne peut pas décider comme ça dans l'absolu. C'est pas possible. Il faut qu'elle ait aussi pas le même niveau. Mais elle ait aussi quand même une connaissance suffisante, la maîtrise d'ouvrage. Vous me direz, vous pouvez aussi faire une délégation à maîtrise d'ouvrage, et à ce moment-là, nous, on n'a plus qu'à partir en vacances. Hein. Bon, je vous dis, encore une fois, quel que soit notre niveau d'implication, mais je parle plutôt pour les grosses structures ici, hein, eh bien, on ne peut pas se contenter du à quoi ça sert. Il y a beaucoup de gens comme ça qui vous disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ça sert. J'ai un framework, une API qui fait telle chose, je sais développer en Python, j'appelle, mais voilà. Non,
si on veut vraiment être pertinent. Attention, pas uniquement sur le développement d'une application, mais de sa maintenance, de son évolution, de l'intégration de technologies nouvelles de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que je dois être pertinent pour 10, 15, 20 ans. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Alors, l'un des problèmes que l'on rencontre avec l'IA, c'est que pour traiter un problème donné, c'est pour ça d'ailleurs que la maîtrise d'œuvre doit être compétente, c'est qu'il y a beaucoup de solutions. Et ça change à une vitesse phénoménale. Quand vous regardez aujourd'hui comment évoluent les algorithmes de génération automatique, vous savez ce qu'on appelle les génératives IA en français. Il n'y a pas si longtemps, on utilisait des réseaux neuronaux pour ça, avec des techniques bien précises. Depuis un an, eh bien, on utilise maintenant ce qu'on appelle des transformers, une autre manière donc de générer des textes, hein. On parle ici donc de grands langages, de grands modèles de langage, hein. Donc ça va avec une vitesse phénoménale. Alors qu'est-ce qu'on fait? On suit le mouvement, on met tout à la poubelle, on recommence. Vous voyez, on doit avoir quand même une maîtrise minimum de ce que l'on va donc manipuler. Alors, pour pouvoir comprendre les choses d'une manière un peu approfondie, encore une fois, il n'y a qu'un seul outil pour le faire, ce sont les mathématiques. Il n'y a pas d'autre possibilité, à mon avis. Donc, je dis donc. Vous savez, je prends aussi un exemple assez couramment, j'en ai déjà parlé de ça. Quand vous regardez les grands prix de Formule 1, moi j'ai toujours été frappé par le fait que vous avez des pilotes qui, eux, sont des pilotes souvent extraordinaires. Je pense à Alain Prost, je pense à Ayrton Senna, etc. Euh, des gens qui écoutent le moteur. Pour eux, c'est une symphonie dans leur cockpit. Et ils sont capables de dire à leur stand, par la radio, attention, on va avoir tel problème bientôt. Incroyable. Ce sont des gens, alors c'est pas les mathématiques ça, mais c'est l'équivalent. Ils ont en général participé à la fabrication de la voiture et du moteur. Et donc ils savent comment il va se comporter dans telle et telle condition, avec la pluie, pas pluie, etc. Pour l'IA, c'est pareil, hein. Et pour la science des données, c'est exactement la même chose, hein. Et donc une connaissance des mathématiques minimum, à mon avis, ne peut être donc que bénéfique. Alors, si on regarde les populations, on peut les regarder maintenant les populations concernées. On peut les regarder de deux manières, d'une manière un peu globale, on va dire, et puis d'une manière un petit peu affinée. Alors ici, d'une manière globale, je pense que cette implication mathématique, on va définir des niveaux. Elle dépendra donc de la fonction et du métier des usagers. Bon, dans notre TI, il y a trois grandes notions. Il y a l'usager qui utilise l'IA, mais comme un utilisateur lambda, il n'a pas à comprendre, il a simplement appuyé sur un bouton. Bon, lui, il n'est pas concerné. Vous avez les chefs de projet. Les chefs de projet qui vont réaliser des applications en tant que maître d'œuvre, par exemple. Ou alors en travaillant avec une maîtrise d'œuvre donc déléguée. Et eux, ils ont besoin de comprendre les algorithmes, ne serait-ce que parce qu'il doit faire des choix. Ce n'est pas la maîtrise d'ouvrage qui va le faire, c'est eux qui sauront qu'il vaut mieux travailler de telle et telle manière, hein, dans telle et telle circonstance. Quant aux développeurs, on peut pas, on peut utiliser effectivement en aveugle les API, mais je pense que c'est dangereux et qu'il faut quand même les aider à comprendre ce qu'ils font. Euh, Parce qu'ils sont tous un peu chefs de projet sur les bords. Donc, ils ont un peu tous tendance, on va dire, à développer à leur manière. Donc, ils ont besoin, eux aussi, d'un cursus, peut-être pas au même niveau, mais quand même un cursus donc, suffisant. Je pense que, comme l'IA a changé la donne, il y a au moins deux niveaux donc, de compréhension. Il y a d'abord l'écriture mathématique, hein, comment on symbolise une matrice, comment c'est que c'est qu'un vecteur et comment on l'écrit. C'est quoi donc une distribution donc gaussienne, hein, quand je fais de l'apprentissage sur des données, etc. Et comment, cette deuxième chose, comment je traduis un algorithme à l'aide de cette formulation. Alors, cette traduction donc d'algorithme, là, c'est plutôt le domaine donc on va dire des chercheurs, mais moi, je dois comprendre ce qui est utilisé là-dedans parce que quand on va mettre en œuvre un algorithme, mettons, de réseaux neuronaux, on va être en permanence, quand vous faites de la propagation, rétroprogrammation, vous allez être en permanence confronté
à une expression qui est une expression matricielle, une expression par vecteur. Hein, ce sont des vecteurs qui parlent des couches, différentes couches du réseau neuronal sont caractérisées par des vecteurs. Chaque élément du vecteur étant obtenu dans la couche précédente, d'une certaine manière, par la pondération des données qui leur sont envoyées. Bon, donc il y a deux manières donc, de voir tout ça. De toute façon, on est confronté donc à ça. En supposant, ce qui n'est pas certain, en supposant que on développe de plus en plus on va dire, d'applications de type IA, je crois qu'on devra, voyez, augmenter cette pertinence. L'ennui, si vous voulez, comme je l'évoquais, hein, avec mon ami Jean Morlet et ses onglettes, il y a trop de spécialistes donc qui se cachent un peu d'une manière volontaire ou non d'ailleurs, hein, ça dépend, hein, derrière ce formalisme. Et moi je pense qu'ils ne mériteront leur titre de mathématiciens que s'ils arrivent à expliquer simplement en termes courants ce que recouvre et ce que cache la formulation donc mathématique. Vous savez, c'est un vieux débat, hein, on connaît ça depuis 20 ou 30 ans, ce n'était pas avec l'intelligence artificielle, mais avec les systèmes experts autrefois, c'était un peu la même idée. Donc c'est un vieux débat, il n'y a pas d'un côté, si vous voulez, les gens intelligents qui savent ce que c'est qu'un vecteur, et les autres qui sont des abrutis. Ça n'a vraiment aucun sens. Et malheureusement, il y a quand même une dichotomie, une coupure qui se fait entre des populations qui ont du mal à se parler, et à cause justement de ce langage qui est un petit peu donc ésotérique, en tout cas, à mon avis, donc un effort à faire par tout le monde. Alors, si je vais plus en détail maintenant des populations, sur ce schéma que j'avais eu l'occasion d'ailleurs de présenter, j'ai pris un certain nombre de populations dans le TI, hein, et j'ai essayé de formaliser, de chiffrer on va dire, leur investissement à effectuer en mathématiques par rapport à des mathématiciens purs. Alors 100%, c'est un mathématicien pur qui sait tout, et puis vous avez donc des gens appartenant donc à différentes catégories on va dire d'exploitants donc de l'informatique dans l'entreprise. Quel est donc leur niveau? Alors c'est critiquable évidemment, c'est fait évidemment un peu à la louche, mais ça montre quand même, en tout cas, ça permet de présenter quelque chose à nos partenaires et leur dire voilà, vous devriez faire un effort parce que. Alors par exemple, les concepteurs d'algorithmes, on l'a dit, il n'y a pas que, d'ailleurs là-dedans, il n'y a pas que les mathématiques, hein. C'est pour ça que j'ai mis 80%, mais il y a également d'autres domaines, parce que le concepteur d'un algorithme, ça va fonctionner sur quoi? Ben, si c'est un équipement, un algorithme de machine learning, ça pourra tourner sur une grosse machine. Si c'est un algorithme de réseau de deep learning, donc ça pourra tourner sur des réseaux neuronaux. Il a quand même à avoir une connaissance, non seulement de l'algorithmique, des mathématiques, mais également des équipements et des matériels qui permettent donc de mettre en œuvre cet algorithme. Le concepteur des frameworks, 50% de mathématiques, là, on va dire que la subtilité, elle n'est pas neutre, hein, parce que les frameworks correspondent à une architecture de mise en œuvre d'une certaine bibliothèque, alors que les API, c'est la bibliothèque. Mais ceux qui conçoivent donc les frameworks, on dit qu'ils sont concernés à peu près à 50%. Les chefs de projet applicatifs maîtres d'œuvre, pareil, 50%. Hein. Les développeurs de frameworks et d'API, c'est pas nous, ça, en principe, c'est pas nous, hein, également à 50%. Les responsables d'infrastructures, si vous voulez, ceux qui ont à supporter les conséquences de la mise en œuvre des applications donc d'intelligence artificielle, eh bien, la mise en œuvre de choix de technologie vont être impactés. Parce qu'aujourd'hui, on court après la vitesse. Vous avez des algorithmes d'IA qui peuvent prendre des semaines. Alors, bien sûr, on a trouvé depuis peut-être les solutions pour que ça dure moins longtemps. Mais ça peut durer très longtemps. Alors, si ça dure 4 semaines, on est quand même un peu mal. Hein. Donc, si vous voulez, les gens qui sont responsables d'infrastructures ne sont pas neutres et ne sont pas étrangers totalement aux choix qui sont faits, et donc en particulier à la compréhension de ces choix, et donc aux mathématiques. La production, si on en garde encore un petit peu, hein, c'est la même chose. Si vous gardez la production chez vous, bah, c'est l'équivalent, c'est l'exploitation, on va dire, de l'intelligence artificielle sur les infrastructures. Donc, j'ai mis également donc 30%. Les référents utilisateurs, vous savez, les gens qui sont chez les utilisateurs, avec qui je discute quand il s'agit de faire évoluer le système d'information. Eh bien,
ils ont besoin, à mon avis, hein, de s'appuyer sur quelques bonnes idées là-dedans, et 30%, ça leur fera pas de mal. Quant aux utilisateurs d'applications, bon, on peut penser que là, si c'est quand même 10% pour qu'ils ne soient pas complètement étrangers à ce qui se passe, hein. Bon, vous avez donc une espèce de répartition, on va dire, des efforts à faire par rapport à des mathématiciens. Si vous avez la chance de pouvoir vous appuyer sur des mathématiciens purs qui vont vous expliquer ce que c'est que la triangulation d'une matrice ou sa diagonalisation, ce que c'est que un certain nombre de concepts, vous allez gagner du temps. Mais là, malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent et on ne peut le faire que si en général, si on est une grande entreprise. Alors, donc, les entreprises utilisatrices, à mon avis, c'est ce que je viens de dire, elles sont moins impliquées. Euh, on l'a dit, on va dire, cette expertise ne concerne pas tout le monde. Et donc, on l'a dit, pour les entreprises, on retrouve à peu près la même dichotomie, hein, que pour les populations. Bon, 90%, ce chiffre est important, 90% des projets d'IA sont développés par ou pour les prestataires. Il n'y en a que 10% qui sont des projets qui sont développés from scratch chez les utilisateurs, qui vont donc se poser des questions de choix d'API, de framework, etc., etc. Il n'y en a que 10%, et ce ne sont que des grandes entreprises. Et encore, devrais même dire d'ailleurs, des très grosses entreprises. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être va changer dans le futur. On peut le penser, avec une certaine facilité maintenant plus importante de réaliser des applications, si vous voulez, de couches de plus en plus abstraites qui se posent sur les couches plus concrètes de l'IA, qui vont permettre de développer des applications sans trop se poser de questions sur les couches, on va dire techniques qui se trouvent en dessous. C'est une grosse tendance, mais à mon avis, ça n'arrivera pas avant, allez, 20 ans, parce que d'abord le temps passe vite, à peu près 20 ans, hein, et à ce moment-là, on verra des utilisateurs développer, comme aujourd'hui, on développe une facturation, où on développe une gestion de stock. Donc les entreprises, elles ne sont pas concernées de la même manière. Et si j'ai représenté ce dessin ici à droite, je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que si vous lâchez trop la bride, si l'entreprise lâche trop la bride par rapport à ses prestataires, il va être tenu. Hein. Et donc, le prestataire, il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, qui tiennent donc les clients sous leur emprise, qui n'auront pas fait l'effort de mieux contrôler, donc, et de conserver le contrôle des opérations. Et ça, c'est un problème grave qu'il faut traiter aujourd'hui, avant même de s'embarquer dans des projets d'intelligence artificielle. Si je fais une comparaison donc avec la cryptographie. La cryptographie, donc je rappelle, c'est le chiffrement, hein, c'est le fait de transformer quelque chose qui est lisible en quelque chose qui ne l'est pas, pour empêcher donc des personnes ou des applications de s'approprier des connaissances qui ne leur appartiennent pas. Si vous avez mis le nez dans un algorithme de chiffrement symétrique, par exemple avec DES qui est très ancien, ou RSA qui est utilisé dans les banques, qui est un algorithme asymétrique cette fois-ci, vous tombez sur une logique d'une complexité épouvantable, avec là encore, en particulier pour RSA, des notions mathématiques pas faciles à comprendre. Exemple, la factorisation des grands nombres. C'est là-dessus qui était basé en tout cas RSA, sachant qu'il est très compliqué, très difficile de faire de la factorisation de très grands nombres. Ça, c'est très compliqué. Tout au moins dans des temps qui soient acceptables et qui ne dépassent pas quelques millénaires. Alors, ce sont des algorithmes qui sont incompréhensibles. Quand vous regardez, incompréhensibles. Alors là, évidemment, on se dit, ben moi, j'utilise une API et un framework donc, qui permet de le mettre en œuvre, sauf que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est fait pour traiter une opération. Je veux chiffrer un fichier pour qu'il ne soit pas lisible, ou je veux chiffrer une communication entre deux individus ou deux machines pour que cette communication ne soit pas interceptable. D'accord? Donc c'est ça, c'est beaucoup plus restreint dans l'usage.
Mais finalement, la cryptographie peut être considérée également comme un élément pour lequel il faut avoir quand même quelques idées sur les concepts, savoir ce que c'est qu'une empreinte. On va faire des calculs de hash très souvent. La différence qu'il y aura entre un chiffrement symétrique et un chiffrement asymétrique, voire même un chiffrement mixte tel que le PGP, hein, Pretty Good Privacy, donc, cher à un dénommé donc Zimmerman. Vous avez, il faut, alors, encore une fois, on ne vous demande pas de comprendre la cinématique de RSA, hein, mais il faut savoir un peu ce que ça fait, voilà, en gros. Et donc, on va les utiliser également donc, dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors, quand je regarde quelques éléments maintenant, je vais donner quelques exemples pour être un peu plus concret. Alors, quels sont les domaines, on va dire les domaines donc, sur lesquels il faut investir, il faut avoir quelques connaissances. Je prends d'abord l'exemple des dérivés. Alors, je pars du principe, hein, chers amis, qu'on a quand même quelques souvenirs de l'école et on sait encore ce que c'est qu'une fonction y égale f de x, x étant la variable, voilà. Il peut y avoir des fonctions comme ça, multivariables. Quand on parle d'une dérivée qu'on a appris à l'école, on peut dire trivialement qu'elle témoigne du comportement de la fonction. Lorsque on fait varier sa variable d'une très faible valeur. Alors, vous avez donc la dérivée va témoigner de ce que la fonction évolue rapidement ou de ce qu'elle évolue lentement. Eh bien, c'est cela qui est utilisé dans un algorithme d'IA qu'on appelle l'algorithme du gradient, l'algorithme du gradient dont on se servira souvent dans les réseaux neuronaux, mais également donc, en machine learning. Hein. Et donc, ça permet de... On s'explique. Prenons le cas d'un réseau neuronal. Au réseau neuronal, vous avez des entrées et vous avez une sortie que vous attendez. Bien. Entre les deux, vous avez des couches intermédiaires dans lesquelles chaque couche reçoit donc les valeurs de la couche précédente pondérées par une certaine valeur. Bien. Et au bout du compte, passant d'une couche à l'autre, chaque point, d'ailleurs une fois qu'il a tout reçu, il est soumis à ce qu'on appelle une fonction de transfert pour casser la linéarité. La linéarité, c'est-à-dire en fait, on sait à quoi s'attendre. Là, non, on casse tout, donc c'est fait pour ça, la fonction de transfert. Eh bien, au départ d'apprentissage d'un réseau neuronal, vous voulez reconnaître, mettons, un char d'assaut, hein, souvent je prends cet exemple, et au bout du compte, vous dites que c'est un avion. Ah non, c'est pas un avion. Et donc on a fait une erreur. Et cette erreur, elle est quantifiée par une fonction, ce qu'on appelle la fonction de coût, ou la fonction donc d'erreur. Bon. Ensuite, on essaye de diminuer cette fonction et éventuellement de la rendre nulle. Et donc, on le voit sur la fonction donc, de coût. On voit sur cet exemple ici, c'est une courbe, une sorte de V. Hein, et donc, on fait évoluer donc, la position de la valeur de la variable par petits incréments. Hein, et on essaye de regarder si la fonction diminue ou au contraire si elle augmente. Et on essaye d'atteindre le minimum. Et on se rappelle à ce moment-là que la dérivée, c'est aussi une tangente. C'est-à-dire que la valeur de la dérivée, c'est la tangente au point où on a calculé donc la dérivée. Alors, si la tangente est très verticalisée, ça va très vite. Si, par contre, elle est très horizontale, c'est-à-dire qu'on se rapproche du minimum. Il y a deux manières de faire. Soit vous prenez des incréments qui sont très gros et à ce moment-là, vous risquez de sauter par-dessus le minimum. Soit vous faites des deltas qui sont trop petits et à ce moment-là, vous allez mettre 8 jours pour calculer ce minimum. Bon, ça c'est un exemple d'usage. Bon, si on sait ce que c'est qu'une dérivée, on est quand même plus à l'aise. Autre exemple des régressions linéaires dans le machine learning, c'est le fait d'essayer de déterminer à partir d'un nuage de points quelle est la valeur d'une droite, si on est à deux dimensions, qui est la valeur minimum qui fait le moins d'erreurs possible. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, je prends mes points, pour chaque point, eh bien, je regarde quelle est la valeur de la droite, et puis j'ai donc une erreur.
et je fais un certain nombre de traitements qui sont simples, hein, de calcul après, et je calcule une erreur. Et bien, de la même manière, je pourrais donc déterminer, je vais essayer de déterminer le minimum de cette erreur en utilisant donc des différents algorithmes. Et là, on va retrouver donc le gradient de descente, hein, et puis on peut retrouver aussi MSE, puis on en trouve d'autres. Donc, encore une fois, on trouve donc des moyens, on applique des fonctions qui sont des fonctions mathématiques. Les fonctions de transfert dont je parlais il y a quelques instants, les fonctions de transfert, vous voyez, vous avez un point du réseau neuronal, et puis il est alimenté par tous les points de la couche précédente. Et donc, la valeur envoie donc les points de la couche précédente. Et donc, on multiplie par une pondération, et c'est cette pondération que l'on va donc se jouer pour se rapprocher, pour dire c'est un char d'assaut, c'est pas ceci, c'est pas cela. On se rapproche donc de la vérité. Eh bien, chaque point, lorsqu'il a reçu donc ces valeurs pondérées, on lui applique ce qu'on appelle une fonction de transfert qui est destinée à casser la linéarité donc du réseau neuronal. La notion de linéarité est très importante donc en intelligence artificielle. Eh bien, vous en avez toute une série. Hein, j'en ai présenté ici. Vous avez la fonction ramp, c'est-à-dire que à la sortie de cette fonction de transfert, si la variable, si la valeur calculée après pondération est en dessous d'une certaine valeur, on ne fait rien. Voilà. C'est exactement comme le cerveau. Je mets ma main sur mon bureau, c'est ni chaud ni froid. Par contre, si je le mets sur le gaz, alors ça me fait très chaud. Et donc, je transfère, j'envoie donc l'information à mon cerveau pour dire attention, donc c'est chaud. Et vous avez des fonctions MAR, la fonction sigmoïde. Rien que le mot, ça fait peur. C'est une fonction qui est très utilisée dans beaucoup d'algorithmes aujourd'hui, donc vous êtes obligé de savoir un peu ce que c'est qu'une exponentielle quand même. Hein. Un nœud de puissance x, vous avez les tangentes hyperboliques, fameuses tangentes hyperboliques. C'est ce qu'on appelle le arctan. C'est donc la tangente étant le rapport entre deux valeurs. Hein. L'arctangente, c'est l'arc ou l'angle dont la tangente est cette valeur-là. C'est l'inverse dans le calcul. Vous avez arctangente, vous avez les fonctions signes, vous avez le ReLU qui est extrêmement utilisé. De toute façon, si vous faites de l'IA, vous allez être confronté à ça. Parce que la qualité de ce que vous allez obtenir au bout, eh bien, dépendra beaucoup du choix que vous aurez fait de cette fonction de transfert. C'est pas compliqué. Alors, il y a beaucoup de trigonométrie, mais qu'on ne me dise pas qu'un cosinus, un sinus ou une tangente, c'est quelque chose d'incompréhensible. Non, ça n'est pas vrai. Donc, au contraire, c'est quelque chose qui est assez simple. Voilà, donc, un peu de trigonométrie. Comme je le dirais pour conclure, je vais vous donner une liste un petit peu de choses qu'il faut connaître. Eh bien, on va investir là-dedans sans être nécessairement donc un cadre, un grand spécialiste du sujet. Les matrices. Alors, sur les matrices, j'ai un peu approfondi le sujet. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en intelligence artificielle, on manipule beaucoup de vecteurs. Hein. C'est le cas donc des réseaux neuronaux. On va utiliser donc des matrices et puis par extension, on va pouvoir utiliser donc des tenseurs. Bon, j'ai pris ici une matrice. Une matrice, c'est quoi? C'est un tableau rectangulaire qui comprend des données disposées dans les lignes et les colonnes. Un tableau, mettons, de 2 lignes, 3 colonnes, eh bien, vous avez 6 valeurs. Hein, bon. Jusque-là, c'est pas compliqué à comprendre quand même. Hein. Une matrice, c'est un tableau. Même si, j'entends bien les mathématiciens parmi vous qui sont en train de se dire « mais il dit n'importe quoi, ça n'a pas un sens mathématique », c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est d'être plus à l'aise. Vous voyez, je ne prétends pas devenir un mathématicien chevronné. Je veux simplement comprendre mes algorithmes et éventuellement comprendre l'intérêt d'une nouvelle solution qui pourrait apparaître. C'est ça qui m'intéresse, pas de devenir prix Nobel de mathématiques. Donc, alors, vous voyez, et j'ai trouvé une autre définition de ce qu'est donc une matrice. Alors, je rends la paternité donc, de cette définition à Technosciences. Hein. On appelle matrice à coefficient dans A, corps comme mutatif, corps, c'est quoi ce machin, de dimension ou taille Mn, à M ligne et N colonnes, une famille AIJ d'éléments de A indexés par le produit cartésien des ensembles de nombres entiers
un à M et un à N. C'est vrai, mais si on ne livre pas les cachets d'aspirine ou de Tylenol avec, ça ne marchera pas et on va partir en courant. Hein, c'est le même exemple que la théorie des graphes. Un graphe, c'est quoi? Ben, ou un arbre. Un arbre, c'est un graphe avec un tronc et puis des feuilles, et puis au bout, il y avait des feuilles pendantes. Et puis vous avez des nœuds avec des branches. Bon, mais aussi, on peut parler de ça, c'est compréhensible. Mais on peut aussi dire que c'est une arborescence quasi fortement connexe inférieurement. Même conséquence, on part en courant. Hein. Alors, une matrice, bah, j'ai dit ici, une matrice à deux dimensions, voilà, c'est quatre lignes ici et cinq colonnes. Hein. Une matrice à trois dimensions, c'est déjà plus compliqué à représenter, mais je vais vous montrer un peu plus loin une autre manière de le faire. Matrice à trois dimensions, bah, vous avez un indice I, un indice J, puis éventuellement un indice K, mais on est capable quand même de formaliser dans notre esprit, dans notre tête, une matrice à trois dimensions, mais ça s'arrête là. À quatre dimensions, c'est plus possible. Ce qu'on appelle, alors, vous voyez, quelques notions, il faut les apprendre. Dire, si on a un poil dans la main qui nous sert de canne, évidemment, on n'y arrivera jamais. Mais il y a quand même des choses qui sont compréhensibles. Non, je ne comprends pas qu'on puisse dire que c'est compliqué. Une matrice diagonale, bon, tous les éléments sauf la diagonale sont nuls. Voilà. Une matrice scalaire, une matrice donc diagonale, dont toutes les valeurs de la diagonale sont les mêmes, très bien, définition. Et puis une matrice triangulaire, c'est donc une matrice pour laquelle soit au-dessus, soit en dessous de la diagonale, les valeurs sont nulles. Ça, on va le retrouver. Hein. Il y aura même des opérations qui permettront de passer d'une représentation donc à une autre. Ce qu'on va appeler une transformation, pardon, non, pas transformation, enfin, si, transposition de matrice, eh bien, une matrice avec n lignes, avec n colonnes, et puis, mettons n matrice carrée, par exemple, de n lignes et m colonnes, euh, si vous remplacez les colonnes, si plutôt la première ligne de la première matrice devient la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, vous avez fait et vous allez faire ce que l'on appelle donc une matrice transposée. Et vous trouvez bien souvent dans l'explication que l'on donne sur le calcul matriciel, on va donc retrouver ça. L'inversion de matrice, là aussi, c'est quelque chose. Alors, je n'ai pas mis ici l'algorithme pour le faire, mais parce que c'est plus compliqué, et puis là vraiment on rentre dans les détails, mais vous allez quand même vous retrouver face à ça. Donc on part d'une matrice carrée, hein, et il y a une autre matrice carrée qu'on va appeler V', la première étant V, le produit des deux matrices donne une matrice identité, c'est-à-dire dans la diagonale on n'a que des 1 et le reste ce sont des 0. Bon, ben, je suis désolé, hein, ce sont des choses que l'on apprend, hein, qui ne sont pas très, très compliquées. Alors maintenant, on peut faire des opérations, et ça sera constamment comme ça dans l'IA. Vous allez par exemple pouvoir faire l'addition de deux matrices. Ben, ce n'est pas compliqué de dire ben, ça s'additionne 2 à 2. Deux matrices ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eh bien, ça donne matrice 6, 8, 10, 12. Donc 1 et 5, ça fait 6, 2 et 6, ça fait 8, etc. Bon, pas difficile ça. La soustraction, c'est pareil. La multiplication d'une matrice par un vecteur, c'est une matrice de dimension 1, hein, donc une colonne, on va dire. Eh bien, vous avez ici, vous obtenez donc un vecteur. Vous voyez, c'est 2 fois 5 plus 4 fois 3. Et donc, ça va vous donner 22. Et puis 3 fois 5 plus 5 fois 3, ça va vous donner 30. Multiplication donc d'une matrice par un vecteur. Quant à la multiplication de deux matrices entre elles, eh bien, on prend chaque ligne, on multiplie chaque élément d'une ligne par les différentes colonnes. Par exemple, on prend la première ligne ici, 1, 2, 3, on multiplie par la colonne 5, 2, 3, et ça me donnera le premier élément du produit matriciel. C'est-à-dire 1 fois 5 plus 2 fois 2 plus 3 fois 3, eh bien ça va vous donner 18. Pour le deuxième, on prend donc la première ligne qu'on multipliera donc par la deuxième colonne. 1 fois 4 plus 2 fois 1 plus 3 fois 1. Bon, encore une fois, c'est pas incompréhensible, hein, ce genre de choses. Bon, donc produit matriciel. Vous me direz, ça va être compliqué dans la mesure où on pourrait avoir des dimensions qui ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas forcément carrées, il y a plein de choses qui vont intervenir comme ça.
Et puis, je vous ai mis ici sur le schéma, hein, donc qui est ici à droite, finalement, ce qui se passe, que j'indiquais il y a un instant, ce qui se passe dans un réseau neuronal avec deux couches cachées, hein, entre l'entrée et puis la sortie, avec donc chacun des neurones qui a reçu donc des valeurs, et donc cette valeur, donc il fait des choses éventuellement, et il envoie donc ça avec une valeur pondérée donc à l'ensemble des neurones de la couche suivante. Et puis chaque point de la couche suivante va être ensuite pondéré à son tour pour enlever la linéarité par une fonction dite de transfert. Bon, on ne va pas tout expliquer si vous voulez en une heure, hein, mais ce sont des notions qui sont, à mon avis, qui ne sont pas difficiles donc à comprendre. Il y a un autre thème que l'on retrouve assez souvent, et c'est assez amusant d'ailleurs parce que euh, bon, là aussi, c'est pas très compliqué, mais on a un peu oublié la mécanique pour le faire. C'est pour ça que je vous l'ai reprise ici d'une manière un peu plus complète. Le calcul d'un déterminant. Je trouve qu'un déterminant d'une matrice, c'est une valeur caractéristique. Alors, on pourrait donner toutes les définitions mathématiques, les espaces vectoriels, machin. Oui, ça, on sait faire. Moi, ce qui m'intéresse, il faut savoir, c'est une valeur. Comment je fais pour la calculer et à quoi elle va me servir? En particulier, elle me servira à démontrer la faisabilité de certaines opérations matricielles, donc telles qu'elles sont utilisées en intelligence artificielle, et en particulier l'inversibilité d'une matrice, la possibilité que l'on a de l'inverser. Eh bien, le déterminant va être quelque chose de fondamental. Là, c'est vraiment l'exemple même de ce qu'il faut, enfin, finalement, qu'il faut connaître, hein, mais sans en avoir une connaissance qui soit extrêmement fine. Ce n'est pas nécessaire. Hein. On n'est pas obligé disons, pour approfondir dans les algorithmes d'IA, on n'est pas obligé de maîtriser totalement cette notion. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura personne dans l'entreprise à qui s'adresser quand j'aurai besoin d'informations. Hein, c'est là où intervient donc, disons, la personne ou les personnes spécialisées en mathématiques à qui je pourrais poser les bonnes questions. Hein, c'est quand même ça. Vous voyez, moi, je reste dans mon rôle. Eux, ce sont finalement des assistants à mon travail. Bon. Et calculer le déterminant, alors le déterminant d'une matrice de lignes par deux colonnes, c'est pas compliqué. Ici, j'en ai pris une très simple, 5, 4, 3, 2. On multiplie la première diagonale, 5 multiplie 2, ça va faire 10, hein, moins 4 fois 12, 4 fois 3, moins 12, ça va donner donc moins 2. On multiplie les éléments dans la première diagonale par la deuxième, et pas par la deuxième, pardon, on multiplie les éléments et donc on obtient une valeur et on calcule donc la valeur de la deuxième diagonale que l'on soustrait donc à la première. Bon, vous allez voir, c'est assez facile à faire. Si je prends l'exemple d'une matrice donc à deux dimensions et à 9 valeurs, donc 3,3, on affecte, l'un des principes de calcul du déterminant, c'est que j'affecte un signe à chacune de ces valeurs, en respectant toujours la suite suivante, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Le calcul se fait de la manière suivante. On prend un élément et dans cet élément, on lui affecte le signe qu'il lui a attribué. Ici, au début, dans la valeur 4, ici, donc, c'était un plus. Donc, je mets plus 4. Et je le multiplie par ce qu'on appelle on va dire, une sorte de mineur, hein, c'est le terme qui est utilisé en mathématiques, c'est-à-dire la matrice à laquelle on a enlevé la ligne et la colonne à laquelle appartient l'élément en question. Vous voyez, le 4, donc c'est plus 4 avec le signe, j'enlève la première ligne, j'enlève la première colonne, il me reste un mineur qui est 6, 3, 0, 7. Si je fais le calcul, 7 fois 6, 42, moins 3 fois 0, 42 que multiplie 4, ça va me donner 168. Et je recommence la même chose pour tous les éléments de ma matrice. Donc j'obtiens ici donc 9 valeurs. Et au total, le déterminant de cette matrice, donc qui est une matrice 3, 3, 3, hein, eh bien, il est le 435. Je pense que c'est vrai que dans la réalité, on n'a pas à faire ce calcul-là. C'est bien entendu, c'est vrai. Mais savoir un peu comment ça se passe, je pense que c'est quand même une bonne chose. Hein, c'est le problème des racines carrées de tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée que de le faire, hein, et essayer de le comprendre. Alors évidemment, comme j'ai indiqué ici,
dans la vie de tous les jours, ça n'aidera pas à faire une vinaigrette, hein, mais en intelligence artificielle, je crois que c'est quand même fondamental. Maintenant, les tenseurs. Hein, les tenseurs, c'est une horreur absolue. Hein, je parlais des tenseurs covariants et contravariants tout à l'heure. Hein. C'est donc une extension à n dimensions. Alors, pour pouvoir se représenter ça, c'est pas facile. Pour n dimensions, vous ne pouvez pas. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. Si je prends une matrice à deux dimensions, vous voyez, une matrice 1, 2, 3, 4, deux lignes, deux colonnes. Bon. Une matrice à trois dimensions, au fond, c'est une matrice à deux dimensions dans laquelle chaque élément est un vecteur. C'est ce qui est représenté ici en haut. C'est-à-dire que j'ai ma matrice à deux dimensions, donc les quatre valeurs, mais chaque valeur, c'est un vecteur. Ici, le vecteur 1, 2, avec les valeurs 1 et 2. Ensuite, vous avez le vecteur avec les valeurs 3 et 4, etc. Et donc, trois indices de variabilité. C'est les indices de variation de la matrice d'origine, I et J. Et puis, vous avez l'indice qui permet de vous déplacer dans chacun donc, des vecteurs. Ça, c'est pour les trois dimensions. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'avec ça, vous pouvez aller très loin. Un tenseur de dimension 4, c'est-à-dire une matrice de dimension 4 qu'on ne peut pas représenter, nous, parce que nous sommes conçus de cette manière-là, eh bien, chaque élément n'est plus un vecteur, mais une matrice à deux dimensions. Donc, cette fois-ci, vous avez quatre. Vous voyez, c'est montré ici, dans chacun des éléments, vous avez une matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Bon, et puis vous pouvez continuer. Si vous mettez dans chacun des éléments donc une matrice à trois dimensions, vous pouvez comme ça monter. Vous avez le contenant, et puis dans les éléments, vous avez d'autres contenants qui ont contenir donc, on va dire, des matrices, et vous pouvez comme ça représenter très facilement, hein, sans faire d'efforts énormes, donc des dimensions beaucoup plus élevées. Alors, c'est très compliqué, hein, le calcul tensoriel. Alors évidemment, là, on a un peu tendance à le simplifier. Alors, ce qui me rassure, et ça c'est bon pour l'anecdote, c'est qu'il semblerait que le grand Albert Einstein ait éprouvé quelques difficultés avec le calcul tensoriel, qui, c'est vrai, par moments, manque un peu de clarté. Hein. Et il paraîtrait que c'était un mathématicien allemand qui s'appelait Lorentz, qui lui faisait ses calculs. Parce que Einstein était plus un visionnaire, hein, qui voyait les choses plutôt que, on va dire, quelqu'un qui réalisait, donc qui expliquait mathématiquement donc, les choses. Bon. C'est ça, donc les tenseurs, là. Mais ne rentrez pas dans la logique de compréhension du calcul des tenseurs, parce que de toute façon, vous n'y arriverez donc jamais. Dans le domaine des statistiques, là aussi, ça fait partie des choses qu'il faut introspecter. Les fameuses distributions, quand on fait de l'apprentissage dans un réseau neuronal ou en machine learning, on part donc en général d'un certain nombre de données quand on fait de l'apprentissage supervisé. Eh bien, on part donc d'un jeu de données. Ces données, elles ne sont pas nécessairement aléatoires. Ça pourra être le cas. Mais il y en a d'autres qui sont nativement organisées selon des distributions qui vont correspondre au problème que je vais traiter. D'accord? Alors, donc, c'est histoire d'être plus proche, on va dire, de la réalité. Il vaut mieux que les données soient nativement déjà préorganisées pour mon travail, plutôt que, vous voyez, que le refaire. Bon. Eh bien, des distributions, alors, vous en avez beaucoup, j'en ai présenté ici un certain nombre, Bernoulli, la fonction, la distribution de Gauss, qu'on appelle aussi la distribution normale, hein, la fameuse courbe en cloche, la distribution de Poisson, distribution de Bernoulli, je l'ai dit. Bon, tout ça, ce sont des distributions qui ont leurs propres caractéristiques. Quand un prestataire vous dit, voilà, ben, j'utilise des données qui sont réparties de telle manière et qui respectent donc une distribution de Bernoulli, rien ne nous empêche d'aller regarder comment structurer une distribution de Bernoulli. Est-ce que les valeurs sont nécessairement uniques? À quoi ça correspond? Il n'y a rien de compliqué là-dedans, encore une fois. Hein. Mais il faut faire l'effort, toujours pareil, hein, de s'adapter donc, à ce genre de choses. Et puis, comme j'ai un ingénieur spécialisé donc, en mathématiques, s'il ne comprend pas, je vais lui demander. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut savoir? Moi, je crois qu'aujourd'hui, en mathématiques, ce qu'il faut connaître, d'abord, il faut avoir quelques idées sur la trigonométrie. Ça n'a jamais mordu personne, on n'attrape pas la scarlatine avec ça, donc bon, c'est pas très compliqué, hein, ça s'apprend facilement.
Il faut avoir des idées sur l'algèbre linéaire et donc le calcul donc vectoriel. Il faut avoir des idées sur les fonctions, sur les dérivées, sur les primitives, les intégrales. Bon, intégrales, ça commence à devenir un peu plus complexe, mais pourquoi pas? Encore une fois, vous avez remarqué une chose, c'est que je n'ai jamais utilisé le mot intelligence en dehors de l'intelligence artificielle. Pour moi, ça, il n'y a pas grand-chose d'intelligent là-dedans, hein. Il y a souvent des recettes de cuisine à connaître, des définitions à apprendre. Il y a des bases de données dédiées, en particulier les bases de données vectorielles. Donc, si vous faites de la compréhension et de l'analyse d'images, vous faites de l'extraction de valeurs de ces images selon différentes techniques, hein, et qui vont être représentées et stockées dans des bases de données qui sont dédiées, qu'on appelle des bases de données vectorielles. Donc c'est bon à connaître. Les statistiques, au-delà des distributions, il y a quand même un certain nombre d'éléments statistiques qu'il faut connaître, les moyennes, les écarts types, les variances, etc. Ne serait-ce que parce qu'en IA, vous aurez ensuite à bien comprendre la différence qu'il y aura entre une variance et puis on va dire on va dire entre une variance et un biais, c'est-à-dire en fait euh, une anomalité des données, celles qui s'écartent de leur véritable valeur. On parlera donc de biais, on parlera donc de variance. On aura à faire cette comparaison, hein, bien souvent. On parlera de trigonométrie, bien entendu, ça je l'ai déjà dit, de probabilité. On a beaucoup de PCA, par exemple, est un algorithme, on va dire, basé sur les probabilités. Il faut avoir quelques idées quand même sur les ensembles. Alors je pense, ensemble, c'est la théorie des ensembles sans trop entrer dans le détail, hein, mais par opposition, on parle souvent des ensembles, c'est les mathématiques plus modernes, hein, par rapport aux mathématiques de Cauchy, un grand mathématicien français. On parle d'analyse pour Cauchy, hein, et puis et des ensembles, qui n'est pas tout à fait pareil. Si vraiment on est courageux, on va essayer de comprendre ce que sont les développements en série, en particulier le développement de Taylor, dont on aura un gros usage donc en IA, et puis par exemple la théorie des graphes. Mais c'est pas pour autant, hein, je l'ai mis ici, que vous allez devenir, enfin qu'on va devenir un Einstein sur ce sujet. Pour quelle application, pour terminer? Alors, hein, on assiste bien là-dessus, on n'est pas sur on est sur les 90%, c'est-à-dire des applications pour lesquelles il existe des solutions qu'on cherche seulement à comprendre, hein. L'état des utilisateurs qui vont construire leur propre algorithme nous dit c'est entre maintenant et dans 20 ans. Alors, les assistants virtuels qui sont adaptés donc au métier de l'entreprise, on peut en développer, hein, il y en a beaucoup maintenant, une meilleure compréhension des clients pour éviter les surprises, hein, un comportement qu'on n'a pas compris, les détections au sens large, hein, des fraudes qui peuvent exister dans beaucoup de domaines, la reconnaissance d'objets donc, et de personnes, la génération de contenu, alors maintenant c'est avec le générative AI et puis le LLM, les grands modèles de langage, donc des objets qu'on fabrique mais qui n'existaient pas avant, hein, c'est ça le principe. Amélioration de la réactivité de l'entreprise en fonction d'événements externes, une aide à la réponse aux appels d'offres, par exemple, hein. Amélioration de la prédictivité de l'entreprise en termes logistiques, en termes financiers. Et ça, la hiérarchie est très friande de ce genre de choses. Et l'IA va pouvoir nous aider. Amélioration de beaucoup de formes de maintenance, meilleure personnalisation donc des offres. Ce sont des choses quand même qui sont développables aujourd'hui. La seule recommandation, enfin, je donne deux recommandations pour clore sur ce sujet, c'est un, faut faire un effort de compréhension mathématique. Encore une fois, je prétends que ce n'est pas difficile au niveau qui nous est exigé ou demandé. Ça, c'est certain. Il faut faire donc cet effort. Et puis, deuxièmement, ne pas tout sous-traiter, garder la maîtrise quand même de ce que vous faites. Et c'est vrai qu'il y a un rôle de maîtrise d'ouvrage qui, cette fois-ci, est fortement donc teinté, on va dire, disons, de mathématiques. Alors, ceci va conclure donc ma présentation. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que vendredi prochain, nous allons traiter justement les LLM et donc les transformeurs, de quoi parle-t-on? Ça, c'est le grand sujet du moment dont j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà inscrites, hein. Alors vous recevrez donc les messages donc jeudi et vendredi prochain. On va expliquer par le détail c'est quoi ces machins-là.
comment on fait, comment ça se passe. Je vais vous donner vraiment la mécanique interne de tous ces outils dits de grands modèles de langage. On ne parle peu de ça. Je crois d'ailleurs qu'on leur donne un tout petit peu trop d'importance, mais enfin bon, c'est quelque chose d'assez fascinant, on va dire. Ce sera donc vendredi prochain, donc à la même heure. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire donc sur ces sujets. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez besoin d'aller plus loin en mathématiques, je suis votre homme. Hein. Alors, je dis, je les ai enseignés les mathématiques, je les utilise quand même beaucoup, mais je prétends que c'est pas difficile. Enfin, pas difficile, à l'exception près de l'abstraction que l'on est capable de mettre dans notre cerveau. C'est ça, gros problème. Mais il faut quand même faire un petit effort. Hein, et ne pas se faire aider par ouais, la canne. Hein, non, 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 non. Il faut quand même faire un effort. Voilà. Je suis persuadé maintenant que tout le monde va se précipiter à faire ces développements. En attendant, donc, laissez-moi vous remercier pour votre attention en espérant donc vous retrouver encore très nombreux la semaine prochaine. Je vous le rappelle sur les LLM et la génération AI. À la semaine prochaine. Merci.